Regarde un peu derrière s'il y a une image qui est... Oui, c'est bon. C'est bon. Bonjour, chers amis. Les Amis de la Liberté continuent leur activité malgré la crise sanitaire par la diffusion de textes, comme vous avez pu voir, Edgar Morin, Anis Le Pors, et les vidéoconférences de 20 à 25 minutes, comme celle de Robert Charbin sur la peur pour gouverner, Bernard Friot sur reconquérir la Sécu. Il est prévu là, prochainement, la semaine prochaine, une conférence sur le Tour de France avec Jean-Emmanuel Ducoin, journaliste, qui a suivi plus de 30 Tours de France. Le 28 août à 18h local de la FGT. Malheureusement, conférence limitée à quelques personnes, le président de quelques associations cyclistes par exemple. D'autres vidéoconférences sont prévues sur le racisme, avec des artistes aussi. Nous vous informerons par mail. Aujourd'hui, donc, les thèmes, c'est la politique de Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, par Daniel Amedro, inspecteur d'académie à la retraite, a dirigé les départements des Hautes-Alpes de 2001 à 2007 et du Tarn et Garonne de 2007 à 2009, auteur de Apport de la recherche à la qualité de l'enseignement, publié chez Publiboc en 2009. Daniel, c'est à toi, je te passe la parole. Merci Jean-Pierre. Alors oui, il me paraît intéressant de s'intéresser à la politique scolaire de Jean-Michel Blanquer à l'approche de la rentrée scolaire. C'est une politique qui se déploie depuis 3 ans maintenant dans un grand nombre de directions différentes, très diverses, et avec beaucoup de détermination en bravant non seulement le mécontentement des enseignants, mais aussi, et de manière croissante, celui des parents. Et le fait que Jean-Michel Blanquer ait été reconduit dans ses fonctions lors du remaniement ministériel de juillet dernier est l'indice que, dans ses fonctions, Jean-Michel Blanquer représente un atout maître du gouvernement et de Macron pour modifier toute une série de choses, bouleverser toute une série de choses dans l'éducation nationale. On peut même penser que le gouvernement, le pouvoir, est prêt à aller de l'avant en faisant une croix. C'est ce que pensent certains analystes, en faisant une croix sur le vote des enseignants en 2022. Mon intention n'est pas de commenter les décisions d'actualité sur le confinement, le déconfinement qui ont défrayé la chronique pendant des semaines et des semaines. Non, mon intention, c'est d'apporter, de proposer des clés de lecture de la politique scolaire globale du ministre Blanquer et de permettre ainsi à tout un chacun de mieux se repérer dans cette politique et dans les décisions qui sont prises. Je vais le faire en m'appuyant à titre principal sur les analyses du groupe de recherche sur la démocratisation scolaire, GRDS, et aussi sur les analyses du SNUIPP, qui est le principal syndicat d'enseignants du primaire affilié à la FSU. Je vais aborder 5 points, mon propos va s'organiser en 5 points. Le premier, c'est ce que j'ai appelé le discours biface. Le deuxième, c'est, au-delà de ce discours biface, la cohérence profonde de la politique scolaire du ministre. Un troisième point pour pointer 2 politiques décisives par rapport à cette cohérence profonde de la politique du ministre. Un quatrième point, dans un quatrième point, je vais caractériser cette politique comme une contre-réforme libérale. Et enfin, 5e point, qui sera un point de conclusion. Alors, premier point, le discours biface. On peut dire que le ministre mobilise un discours
avec des thèmes et des symboles qui sont susceptibles de séduire ou de neutraliser des pans très différents de l'opinion publique, voire des pans opposés les uns aux autres. Cela mêle un discours conservateur et un discours moderniste, un discours qui se veut conservateur et un discours qui se veut moderniste. Au titre du discours conservateur, c'est d'abord la dénonciation de l'égalitarisme. Par exemple, quand le ministre est arrivé, il a donné un entretien à l'Obs le 24 août 2017, fraîchement nommé, et le titre de son entretien, c'est « Le discours égalitariste et destructeur ». Donc là, le ton était déjà donné tout de suite. D'autres points que je vais évoquer sur ce discours conservateur, c'est par exemple la volonté de favoriser le redoublement, dont on sait, et depuis longtemps, qu'il ne sert pratiquement à rien, surtout à l'école et au collège. C'est la préférence affichée pour la méthode syllabique, pour l'apprentissage de la lecture, qui a, depuis toujours, on va dire, les faveurs des traditionalistes. C'est la distribution aux élèves des fables de La Fontaine, et initiative qui a été saluée par Alain Finkielkraut, parce que, dit-il, elle veut restaurer les grands textes patrimoniaux dès le plus jeune âge. C'est encore la volonté de faire apprendre la Marseillaise à tous les écoliers. C'est encore la volonté de développer à nouveau les internats d'excellence qu'il avait déjà développés en tant que recteur en Île-de-France. C'est aussi, et enfin, mais la liste pourrait être allongée, je vais m'en tenir là pour aujourd'hui, c'est aussi la volonté de rétablir les classes bilingues et les classes latin-grec que les conservateurs saluent toujours comme un retour à la tradition et un enseignement secondaire réservé à une élite. Voilà pour le discours conservateur. Le discours moderniste, maintenant, eh bien, par exemple, ça consiste à annoncer une plus grande autonomie des établissements. Ça consiste à réformer le baccalauréat. Ce baccalauréat qui est considéré par les modernistes comme le verrou qui fait obstacle à l'avancée des pédagogies nouvelles, à l'innovation pédagogique au lycée. C'est encore en collège le fait de ne pas supprimer les enseignements pratiques interdisciplinaires qui font débat, mais de supprimer la liste des thèmes qui leur est associée et de laisser les établissements scolaires libres de choisir les thèmes qu'ils vont traiter et qu'ils vont proposer aux élèves. Dans une interview au Monde, autre exemple, dans une interview au Monde, le ministre déclare, dans une interview qu'il donne au Monde, il déclare « Je ne donnerai pas dans la verticalité, dans l'injonction, je serai un ministre qui pousse aux solutions de terrain. Mon message aux enseignants, c'est qu'il n'y a pas de chape de plomb, qu'ils se sentent libres, qu'ils innovent. » François Dubé, à l'époque, qui a soutenu tous les ministres sociodémocrates depuis des années et des années, avait trouvé ce discours positif. Il a déchanté depuis, évidemment. Voilà pour le discours biface, on pourrait dire aussi, bien entendu, un discours attrape-tout. Mais au-delà de ce discours biface, cette politique, je le disais, c'est mon deuxième point, elle a une cohérence profonde. Et cette cohérence, c'est laquelle? C'est la volonté de réguler le système éducatif par l'autonomie des établissements. Alors, je vais aborder 4 points qui me paraissent tout à fait essentiels à cet égard. Le premier point, c'est les projets éducatifs spécifiques qui permettent aux établissements de choisir les horaires d'enseignement, de choisir les contenus d'enseignement, de choisir les méthodes pédagogiques. Et là,
en ligne de mire, on le voit bien, c'est quoi? C'est la carte scolaire. Parce qu'en effet, si les établissements sont tous différents au niveau des horaires, au niveau des contenus, au niveau des méthodes, eh bien cette carte scolaire, elle n'a plus lieu d'être. Le deuxième aspect important, stratégique, c'est, et qui est le corollaire du premier, de l'autonomie pédagogique, eh bien c'est le libre recrutement des enseignants. Le libre recrutement des enseignants par le chef d'établissement, sur poste à profil, des enseignants évidemment qui adhèrent, qui seront recrutés sur la base du fait qu'ils adhèrent au projet pédagogique de l'école, du collège ou du lycée. Et là, on comprend mieux pourquoi très vite le ministre a démantelé le système des commissions paritaires qui était très développé dans l'éducation nationale. Il l'a très vite supprimé, démantelé, parce qu'effectivement c'était des instances au sein desquelles il était extrêmement difficile de développer une politique de poste à profil. Le troisième point important sur cette cohérence de la régulation par l'autonomie des établissements, eh bien, c'est que des politiques entières du ministère de l'Éducation nationale, voire même des pans des programmes, sont livrés aux régions et aux entreprises. Par exemple, les services d'orientation qui ont été confiés aux régions. Par exemple, les lycées professionnels qui sont arrimés au système des entreprises, au monde de l'entreprise. Par exemple aussi, ce qu'on appelle le système 2S2C, c'est-à-dire sport, santé, culture, civisme. Ce système consiste à offrir aux élèves, sur le temps scolaire et en partenariat avec les collectivités territoriales, des activités éducatives pour compléter le travail en classe ou le travail à la maison. Eh bien, ce système est livré également aux régions. Et quatrième point sur cette régulation par l'autonomie, le quatrième point, c'est ce qui concerne la ligne hiérarchique. Cette ligne hiérarchique qui va depuis le terrain jusqu'au ministre et à ses représentants plénipotentiaires que sont les recteurs, en passant par les cadres intermédiaires, c'est-à-dire les chefs d'établissement, les inspecteurs pédagogiques, les inspecteurs d'académie. Eh bien, cette ligne hiérarchique est devenue chaotique et, on peut le dire, incandescente. Les deux extrémités de cette ligne hiérarchique ne vivent plus dans le même monde. Voilà les quatre aspects importants que je voulais souligner. On peut dire que ces quatre aspects, évidemment, sont complémentaires. D'un côté, vous avez tout ce qui est différenciation, innovation, adaptation à la spécificité des profils des élèves et des territoires. Et de l'autre, il y a tout ce qui relève de l'implication des acteurs locaux dans l'action éducatrice, tout ce qui est autonomie des établissements sous l'autorité d'un vrai chef d'entreprise relayant les incessantes injonctions d'un échelon central qui est devenu, il faut le dire, qui est devenu le cheval de Troie des intérêts privés. Ici, un fait particulièrement significatif doit être souligné, relevé. Il l'a été par le café pédagogique. De 2017 à 2020, le directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer n'était autre que Christophe Querero, un lobbyiste ultra-libéral proche de l'extrême droite, membre du conseil scientifique de l'IFRAP. L'IFRAP, qui est bien connu, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, dirigée par l'inénarrable Agnès Verdier-Molinier. Eh bien, M. Querero vient d'être nommé à la tête de la prestigieuse région académique Île-de-France, recteur de l'Académie de Paris. Disons, pour conclure ce deuxième point, disons déjà une première chose, l'horizon de tout cela, il est tout à fait perceptible, c'est la fin de l'éducation véritablement nationale.
Alors j'en viens à deux politiques particulières qui, dans cette perspective que je viens d'évoquer, de décrire, qui dans cette perspective ont un caractère particulièrement stratégique. Ces deux politiques qui sont décisives, l'une c'est l'évaluation et l'autre c'est la réforme du bac. En ce qui concerne l'évaluation, on peut dire, sans entrer dans les détails, mais on peut dire c'est évaluation à tous les étages, à l'école, au collège, en seconde. Le ministre veut, dit-il, établir pour chaque élève, à chaque moment, un état des lieux de ses forces et de ses besoins. Le système est conçu pour évaluer aussi le niveau d'efficacité des enseignants. Les écoles et les établissements sont évalués également. Et derrière l'évaluation, on le voit bien, c'est le pilotage par les résultats qui pointe son nez, c'est-à-dire pilotage du système pris globalement, pilotage des écoles et des établissements, pilotage enfin de la pédagogie, évidemment. Et du coup, le métier des enseignants, eh bien, il évolue. Les enseignants sont en train de passer d'un métier d'artisan, en quelque sorte, quelqu'un qui conçoit et qui pilote son enseignement, à un métier de technicien de bout de chaîne qui répond aux commandes d'un outil informatisé. Dans le même temps, les neurosciences sont mises en avant sans le moindre débat et la liberté pédagogique des enseignants est présentée comme un désordre pédagogico-gauchiste. Pour l'école, évidemment, sans doute, cette rupture, elle est majeure. Donc, première politique décisive, l'évaluation. Deuxième politique décisive, la réforme du bac. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais disons qu'il s'agit d'en finir avec un bac avec programme national et de nombreuses disciplines évaluées, ce qui oblige les lycées, il faut bien le dire, à tous proposer le même programme, en finir avec ça, et pour cela, il faut mettre résolument en avant le contrôle continu, car à partir de là, on pourra évaluer les enseignements spécifiques propres à chaque lycée prévu par son projet d'établissement. C'est très astucieux parce que cette politique peut faire consensus. Elle peut rassembler beaucoup d'esprits. Les conservateurs peuvent y trouver l'opportunité de proposer des lycées des lycées traditionnels, où l'on porte l'uniforme. Tandis que les modernistes, eux, peuvent, de leur côté, y trouver l'opportunité de faire des lycées Montessori ou des lycées Freinet. Donc, il ne faut pas se cacher les dangers de ces politiques. Quatrième point, comment caractériser tout cela? Globalement, je vais dire, c'est une contre-réforme libérale, mais j'ajoute aussitôt, qui peut passer pour deux raisons. La première, c'est que le ministre fait preuve, on peut lui reconnaître cela, fait preuve d'une détermination à toute épreuve. Depuis 2017, il a mené une politique à la hussarde, sans faiblir, sans trembler. Le SNUIPP parle d'ailleurs à cet égard de stratégie du choc. C'est un terme employé par M. Christofoli dans un article qu'il a publié. Et à cet égard, la crise sanitaire n'a absolument pas freiné le ministre, au contraire, elle lui a donné l'occasion, dans bien des domaines, d'accélérer sa politique, son action. Et la deuxième raison pour laquelle cela peut passer, c'est que c'est une politique qui peut être intéressante pour des tas de gens. Il y a beaucoup de monde qui peut y trouver son compte. Alors, y trouver son compte, sauf les enfants des milieux défavorisés, bien entendu. Mais ça, le ministre, ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce que toute l'histoire de l'éducation nationale nous a appris que les projets d'établissement, l'autonomie, etc.,
ont toujours été le cheval de Troie de l'idéologie du déficit socio-culturel. Donc, déficit socio-culturel, ça veut dire que sous prétexte de s'adapter à la diversité des profils des élèves, qu'il est facile d'établir, bien entendu, eh bien, sous ce prétexte, les établissements vont revoir à la baisse les objectifs, ils vont proposer des démarches fondées sur le concret, insister sur les compétences dites non cognitives, du genre le sérieux, la ponctualité, le respect de l'autorité, etc. Tandis que d'autres établissements, bien entendu, proposeront des projets ambitieux pour les héritiers, ceux que l'on appelle les héritiers. Et on fera tout cela au nom de ce qu'ils appellent la diversité des intelligences. Ce n'est donc pas seulement les enseignants qui seront choisis, je l'évoquais tout à l'heure à propos du libre recrutement, ce ne sont pas seulement les enseignants qui seront choisis, mais ce sont aussi les élèves qui seront choisis. C'est le sens des critiques répétées du ministre contre l'égalitarisme. L'idée, c'est que tous les élèves ne peuvent accéder au même savoir, c'est ça son idée. Il faut donc différencier l'offre éducative, laisser les élèves et les familles choisir, à charge pour elles d'assumer leur bon ou mauvais choix par après. Ça, ce sera leur problème et ce sera leur responsabilité. En conclusion, je dirais c'est une feuille de route qui suscite souffrance et résistance. Souffrance et résistance. Les personnels de terrain d'abord, ils sont en souffrance, ils sont sommés de se taire, d'obéir, de se soumettre. Le prof bashing vient compléter ce développement des actions de soumission. C'est consolidé par le fait que les enseignants se retrouvent, on cherche à couper les enseignants des parents. Allègre avait déjà fait cela en son temps. La remise en cause du statut des enseignants a aussi pour rôle de les inciter à se soumettre et à courber l'échine. Les chefs d'établissement, sur beaucoup de sujets, ils sont placés devant le fait accompli. Ils sont sommés d'appliquer sans broncher des consignes concoctées sans concertation dans les cabinets ministériels ou dans les services ministériels. Fait rarissime, ils ont annoncé leur intention de boycotter fin août les réunions de rentrée de leur administration à travers l'un de leurs principaux syndicats. Les cadres intermédiaires, c'est-à-dire les inspecteurs pédagogiques, les inspecteurs d'académie, ils sont court-circuités. Aussi bien ces cadres intermédiaires, ils sont soumis à d'innombrables indicateurs de gestion et de performance, comme on dit, et constamment affairés à remplir des tableaux statistiques, à remonter des tableaux statistiques. Ils ne sont plus en phase avec le monde enseignant. Encore plus inhabituel, des hauts fonctionnaires ont récemment dénoncé ce qu'ils appellent un projet réactionnaire dans une tribune publiée et portée à la connaissance de tous. Et n'ayons garde d'oublier, je n'aurai garde d'oublier les élèves dans tout cela, dont le parcours scolaire prend plus que jamais les allures d'un parcours d'obstacles. Mais de tout cela, le ministre n'en a cure, il a été maintenu à son poste, il va persévérer dans son être, on peut en faire le pari, et développer d'un bon pas sa stratégie du choc, en maintenant sur le système une chape de plomb, dont il dit qu'elle n'existera pas. Il est urgent, je termine là-dessus, il est vraiment urgent que le camp du progrès construise une contre-expertise et engage le faire pour une véritable école démocratique. Je vous remercie. Daniel, je te remercie. Donc, en même temps, je sais que si la crise sanitaire nous le permet, tu vas continuer donc les rencontres du séminaire. Donc voilà, on informera donc tous nos amis sur les différentes initiatives que nous prendrons. D'accord. Merci.